see what you can do. Salut, c'est Shaman de Ludovox et nous sommes à Ludinor pour cette édition 2016. Je suis avec Guilain Masson. Bonjour Guilain, comment vas-tu? Bonjour, très bien, un peu fatigué, deuxième jour. Et donc là tu présentes un prototype mais qui n'est pas donc dans la zone proto, stratégie, tout ça, parce que c'est un jeu que tu présentes pour ton éditeur, parce que tu as trouvé un éditeur. Oui, Geek Attitude Games, donc on a signé le jeu à Cannes et pour une sortie en fin d'année pour Essen. Et donc là c'est un prototype mais c'est un jeu presque terminé. D'accord, donc le jeu c'est Not Alone, c'est un jeu asymétrique pour au moins 2 joueurs et je sais plus jusqu'à combien? De 2 à 7. Ok, alors est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi, nous dire comment t'en es arrivé à faire des jeux de société? Alors, moi je suis journaliste de formation de carrière et dans le jeu vidéo. Et donc ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je vois passer des jeux vidéo de toutes sortes. Et donc il y a ce petit côté, à un moment, j'aimerais bien en faire le mien, faire mon jeu. Et je suis absolument nul en informatique. Par contre, je m'y connais un peu en jeu de plateau, hein, je suis un gros joueur de jeux de plateau. Et ça fait des années que j'avais des petits protos qui tournaient dans ma cave. Et puis à un moment, faut se lancer, quoi. Donc j'ai commencé à faire des choses un peu plus sérieuses, à mettre des images au lieu d'avoir des bouts de carton dessinés. Et puis de fil en aiguille, on rencontre des gens, on rencontre dans les salons, etc. Et puis ça donne un jeu qui arrive à se faire éditer. Et alors, est-ce que c'était le premier que tu montrais, celui-là, que tu faisais tourner, ou il y en a eu d'autres, t'es revenu, t'as switché? En pratique, c'est mon deuxième jeu. J'ai un autre jeu qui a été signé, qui n'est pas sorti, qui est reparti dans les cartons, il sortira peut-être un autre jour. Et donc ça, c'est vraiment mon premier jeu signé. Après, c'est pas du tout mon premier proto, j'en ai une quinzaine qui sont déjà bien aboutis avant celui-là. Le fait d'avoir un proto qui s'édite comme ça, est-ce que ça change ce que, pour toi, l'avenir en tant que dans ton travail? Est-ce que tu t'imagines que tu pourrais te retrouver à faire peut-être pas complètement exclusivement, mais plus vraiment pour ton métier, pour vivre des jeux de société? Si les gens en achètent 200 000, on commencera à en parler. Pour l'instant c'est un hobby, et c'est un hobby génial, mais ça reste un hobby, hein. De là en vivre et faire mon métier, il y a une petite étape. Mais ça peut aussi ouvrir des portes pour faire du game design dans d'autres secteurs que le jeu de plateau. Ok, donc alors Not Alone, 2 à 7 joueurs, asymétrique on l'a dit. Est-ce que tu peux nous le pitcher un petit peu rapidement, nous dire de quoi ça parle? Alors ça parle de chasse, enfin de chasse à l'homme. La chasse à l'homme c'est vraiment au centre du jeu. Alors pour ce qui est de l'univers, on est dans le futur, 25e siècle. L'humanité elle est partout dans l'espace, on a pris plein de planètes, mais on n'a jamais rencontré d'extraterrestres. Donc on est tout seul. C'est le pitch du jeu. Il y a une planète qui s'appelle Artemia 6 et cette planète a été mise en quarantaine il y a quelques décennies après sa découverte. On ne sait pas trop pourquoi, apparemment c'est dangereux. Et les joueurs vont jouer des explorateurs qui vont être irrésistiblement attirés par le mystère de cette planète. Donc ils y vont un petit peu en douce, planquent leur vaisseau, descendent avec une navette et la navette s'écrase. Et en fait sur la planète, il y a quelque chose. On reste relativement vague, c'est un monstre, une entité, un alien, on l'a appelé la créature. L'idée c'est même de ne pas la montrer. Donc il y a une présence en tout cas qui commence à agresser les explorateurs et qui en veut, j'ai envie de dire, à leur ADN. Et donc le jeu est une course entre les deux camps. Donc il y a le joueur qui va jouer la créature, qui va chercher à capturer les joueurs, les étudier. Et de l'autre côté, les survivants qui vont essayer d'attirer leur vaisseau pour venir les chercher de ce mauvais pas. Le petit truc, c'est vraiment, on n'est pas dans du combat, c'est-à-dire que les explorateurs n'ont pas les moyens de battre la créature. C'est vraiment rester vivant et partir. D'accord. Est-ce que, donc du coup, c'est majoritairement avec un mécanisme de cartes qu'on va jouer ça? Est-ce que, alors comment ça marche? Est-ce que la créature, le joueur qui va incarner la créature, il a vraiment des mécanismes très différents pour jouer? Alors les mécanismes sont différents. D'un côté, on a les joueurs qui vont avoir des cartes qui représentent les lieux. Je ne sais pas si on voit. Il y a 10 lieux sur la planète.
il commence avec 5 lieux. Il y a 5 autres lieux qui seront à découvrir, hein, avec un mécanisme de deck building, tout simplement. Donc les joueurs commencent avec 5 cartes. À chaque tour, ils vont en jouer une. C'est le lieu où ils vont. De son côté, la créature, elle, va avoir donc des cartes qu'on appelle des cartes de chasse, qui sont des pièges, des pouvoirs spéciaux, ainsi de suite. Donc ça va donner des effets, et accessoirement ça va lui donner parfois des jetons supplémentaires. Donc il y a 3 jetons dans le jeu, il y a un jeton 1, et il y a un jeton double face qui va être donc le 2, et ES qui est un symbiote, qui est une créature qui vient après. À chaque tour, l'alien va choisir un lieu où il va aller chasser. Donc il va aller là, et éventuellement, donc selon les cartes qu'il va jouer, un deuxième lieu où il va pouvoir envoyer donc un effet ou son symbiote si la carte lui dit qu'il a le symbiote. Voilà. Et après, une fois que tout le monde a choisi, on va regarder, on va révéler les cartes des joueurs et regarder des effets. Si un joueur est sur le même lieu que la créature, il va être endommagé, il va être blessé. S'il n'a plus de points de vie, il va être prisonnier. Donc la créature fait un cocon autour de lui, commence à mettre des sondes, à puiser son ADN. Et ça va lui permettre d'avancer vers la victoire. Par contre, si un joueur est tout seul, il va pouvoir faire le pouvoir du lieu et ou récupérer une carte. Car le jeu ce qui va être très important, c'est qu'on n'a que 5 cartes au départ et les cartes on les perd au fur et à mesure où on les joue. Si un joueur est sur un lieu et qu'il est tout seul, il peut faire le pouvoir du lieu. Donc il y a 10 pouvoirs en fonction des lieux, ou récupérer une carte de sa défausse. Sachant qu'on n'a que 5 cartes, une carte défaussée, c'est une option de moins pour le tour suivant. Donc il va falloir de temps en temps aller en récupérer parce que moins on a de cartes, moins on a d'options et plus c'est facile pour la créature de deviner où on va aller puisqu'on a des cartes dans la défausse qui sont apparentes et donc on est de plus en plus vulnérable. La gestion de la main est super importante. Par défaut, en fait, à quel moment tu peux repiocher? Tu le fais automatiquement ou tu es obligé d'utiliser le mécanisme de défausse? Tu es obligé d'utiliser soit d'aller chercher une carte dans ta défausse au lieu de faire le pouvoir d'un lieu, soit le pouvoir de certains lieux qui te permet de récupérer des cartes. Il y a une autre option qui est de perdre un point de vie, on en a 3 au départ, pour aller chercher 3 cartes. Mais bien sûr, on est de plus en plus, quand on est blessé, on est de plus en plus vulnérable. Alors, donc le mécanisme de deck building, c'est tout simplement en fait qu'on va pouvoir acheter les lieux 6 à 10. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de particulier? Ça te renforce tes options qui fait que c'est plus difficile pour la créature de te trouver? Il y a 2 choses. D'une part, plus on a de lieux, plus on a d'options. C'est-à-dire qu'au début, la créature, elle a 5 lieux à couvrir. Si on commence à aller acheter les lieux 6 à 10, elle a 6 lieux, 7 lieux, 8 lieux à couvrir. Ces lieux-là sont en général plus puissants que les lieux de départ. Et il n'y a que 3 exemplaires de chaque carte dans le jeu. C'est-à-dire que même si on est 7 dans la partie, il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc si la créature va sur le lieu 8, elle a moins de chances de tomber sur 3 joueurs à la fois que si elle va dans le lieu 2. Donc ça devient de plus en plus dur pour la créature de couvrir tout le terrain qui est représenté par les cartes. Donc quels vont être les mécanismes, à part le deck de base avec lequel il va commencer, pour la mécanique, pour traquer les joueurs? La créature donc, elle va avoir son pion de chasse. Elle va avoir les effets, alors il y a plein de choses, elle va avoir beaucoup d'effets qui vont faire discarder des cartes, qui vont faire défausser des cartes en français, pardon. Ce qui fait que ça va être de plus en plus facile pour elle de trouver des choses. Et elle va avoir des mécanismes de privation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller là, vous pouvez pas, cette carte-là ne marche pas ce tour-ci. Et elle a son symbiote. Le symbiote, il est particulièrement costaud. Alors c'est quelque chose qu'on est en train de régler. Et là, il a changé pendant l'Udinor. J'aime beaucoup la version actuelle. En fait, le symbiote fait exactement la même chose que la créature. Elle fait perdre un point de vie et on ne peut pas utiliser le pouvoir du lieu où on est. Par contre, le symbiote, c'est un gros chien avec des tentacules, faut le voir comme ça. On peut un peu le berner. Et pour le berner, on peut défausser des cartes. Donc on peut défausser une carte pour ne pas perdre de points de vie et on peut défausser une carte pour pouvoir utiliser le pouvoir. Voilà. Donc il y a cette petite option, ce petit choix qui est donné aux joueurs. Ok, donc la créature, elle va avoir un certain nombre de cartes en main. Est-ce qu'elle a des mécanismes qui lui permettent de renforcer ses options, au-delà de simplement la chasse, la privation, etc.? Non, ça reste relativement homogène. Après, elle a vraiment des pouvoirs très variés. Elle a des pouvoirs, des fois en début de tour, donc dire avant que vous jouiez, vous allez défausser des cartes.
Elle va avoir des pouvoirs aussi pour modifier, genre ah bah non en fait t'as pas été là, t'as été là. Et donc là où elle est bien entendu, voilà, elle a des mécanismes comme ça. Le seul vrai renforcement qu'elle va avoir pendant la partie, c'est qu'on va, là il y a deux jauges, je sais pas si on les voit bien. Donc là c'est la jauge des secours, là c'est la jauge de la créature. Quand la jauge des secours approche de la fin, donc sur les 4 dernières cases, la créature se dit oh là là, ça commence un petit peu à chauffer pour moi et elle devient plus vigilante. Donc concrètement, elle va faire des cocons pour emprisonner les joueurs qui vont être plus solides. Et il y a un mécanisme dans le jeu qui permet de revenir dans la partie quand on a été emprisonné. Donc on a 3 points de vie. Quand on arrive là, on est en prison. Et la prison, on n'y reste jamais bien longtemps. C'est le cocon. Ça remonte automatiquement et les autres peuvent aider. Quand on arrive là, donc à ce niveau-là du jeu, ce n'est plus automatique. Donc on peut s'en sortir que si les autres nous aident. Et pour t'aider, ils doivent venir là où t'es, ils doivent dépenser une action ou c'est un lieu? Attends. Alors ils doivent venir là où on est. Et il y a un lieu qui permet d'aider à distance, donc c'est les lichens, qui sont des gros champignons, on les fait brûler, ça fait des fumées et donc ça permet d'aider les autres. Juste point technique, elle a combien de cartes en main, combien elle leur pioche? Alors elle a 3 cartes en main, elle refait sa main à 3. Et elle a pas forcément. Et elle n'a pas de limite? Elle n'a pas de limite. Est-ce qu'elle a une pénalité? Est-ce qu'elle récupère ses cartes si elle arrive au bout de son deck? Non, mais ça arrive jamais. Hein. Parce qu'on a un maximum, je crois, de 18 tours. Et il y a 18 cartes. Et une par tour. Ah d'accord, t'en as qu'une par tour, pardon, que tu peux jouer. Par tour, ouais. Ok, donc le compteur de tours va être symbolisé ici. Il avance mécaniquement de 1 ou alors tu as un mécanisme pour le faire arriver plus vite les secours? Il y a deux choses. Donc on a le mécanisme des joueurs, là c'est les fugitifs, enfin les chassés, pardon. Et là nous avons la créature. La jauge de SOS, en fait, ça s'appelle le SOS, va avancer automatiquement d'une case à chaque tour, en fin de tour. Il y a 2 cartes dans le jeu qui permettent, dans les lieux, qui permettent de le faire avancer plus vite. Donc on a une plage. Sur la plage, on met des balises. Quand il y a 2 balises sur la plage, on avance d'un cran. Mais on peut mettre qu'une balise par tour. Donc en gros, un tour sur 2 pratiquement, on peut utiliser la plage pour faire avancer. Et il y a un autre mécanisme qui est l'épave, donc qui est une carte avancée, il faut aller la chercher. Et l'épave permet d'avancer d'une case, automatiquement, mais comme la plage, on peut y aller qu'une fois par tour. De l'autre côté, on a donc la créature, elle va avancer un peu différemment. Si elle trouve quelqu'un dans le tour, elle avance une case. Et si elle a quelqu'un en prison, dans un cocon, elle avance d'une case. Donc on a ici de 1 à 3 cases par tour, ici de 0 à 2 cases. Le jeu est fait de telle façon à ce que la créature avance un peu plus vite au début et les joueurs avancent un peu plus vite vers la fin. Et donc il y a un équilibre en milieu de partie où on a... la créature va devoir défendre finalement parce qu'elle va se retrouver dans cette situation là. La jauge approche et ça commence à être un petit peu tendu pour elle. Et donc elle va aller venir défendre l'épave, elle va venir défendre la plage, qui sont les 2 lieux vraiment qui peuvent la gêner. Et donc elle va aller moins chasser et moins faire de points. Alors il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'est sur les conditions pour acquérir les lieux. Est-ce que tu as des choses particulières qui vont te permettre de les acquérir ou tout simplement c'est mécaniquement à la fin de ton tour tu peux en récupérer une? Non, non, mécaniquement c'est un des lieux qui s'appelle le rover. Donc c'est un véhicule qui permet d'aller explorer d'autres parties qu'on ne connaît pas et d'aller chercher une carte. La seule restriction qu'on a, c'est qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même carte. Donc si on a déjà pris le lieu 7, on a un seul lieu 7 et on ne peut pas le récupérer. Et j'ai envie de dire, il y a une deuxième restriction, c'est qu'il n'y a que 3 lieux. Donc si les 3 ont été pris, tant pis pour le joueur. Ok, très bien. Par contre, là tu parlais de deck building tout à l'heure. Bon, en fait, c'est juste qu'on va acquérir des cartes, mais c'est vrai que on retrouve pas forcément la mécanique. C'est un tout petit peu de deck building. En fait, c'est plus de la hand building, j'ai envie de dire. Dans le sens où la carte vient dans sa main, donc on la défausse, on peut la récupérer. Il n'y a pas de deck à proprement parler, il y a un potentiel de cartes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où il en est en termes de développement actuellement, s'il y a des choses qui sont pas figées, qui sont encore en cours de travail? Alors, on est encore en cours de travail, on est quand même très proche du résultat final. Là, ce week-end à Ludinor nous a permis de fixer plusieurs options qu'on avait, donc on a fait des choix. Actuellement, on est plus dans de l'équilibrage.
quelques effets de cartes à modifier. Voilà, vraiment, sur un jeu asymétrique, il faut vraiment veiller à avoir un équilibre parfait. Donc on est vraiment en train de travailler là-dessus. Tout ce qui est donc là devant moi, c'est vraiment du proto, il n'y a aucun visuel définitif, ce sont que des images empruntées à droite à gauche. Notre dessinateur est sur le coup, là, ça y est, on a signé le contrat. On devrait avoir une version proche du résultat final aux alentours de Paris Ludique. Ok. Et tu me disais a priori que normalement vous pensez être prêt en tout cas pour l'avoir à Essen prêt en sortie et en plusieurs langues, c'est ça? En plusieurs langues a priori, il faudra voir avec mon éditeur, mais au moins français-anglais pour commencer. Et donc prêt pour Essen. Ok, bah écoute, super, merci Guilain. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? C'est pas, c'était la première fois que tu venais à Ludinor, ça t'a plu? C'est ma première fois à Ludinor, ça m'a plu, c'est intéressant. C'est ambiance un peu étrange, avec les deux lieux là un peu éclatés. Donc on est avec la famille, là, c'est assez marrant, donc on a plein de familles qui passent. Qu'on passe vraiment pour des extraterrestres parfois, donc non mais c'est sympa. Ok, bah écoute, merci à toi. Pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.